Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. L'espace, le cosmos, l'univers. Face à cette immensité infinie qui nous donne parfois le vertige et nous rappelle à quel point nous sommes insignifiants, une question existentielle se pose. Comment tout cela a-t-il bien pu être créé ? Comment la matière, les atomes, les molécules constituant le monde qui nous entoure sont-ils apparus ? Les réponses généralement apportées sont que soit tout fut créé en une fois par un Dieu omniscient et omnipotent, soit tout fut créé par, on sait pas trop en fait, une sorte de Big Bang, une explosion monumentale qui aurait disséminé l'ensemble de la matière de l'univers. Mais dans tous les cas, ces deux grandes visions ne répondent pas à la question du comment, à savoir par quel procédé la matière fut-elle créée. Parce que d'une façon ou d'une autre, la matière physique, les atomes de notre univers, ont bien dû apparaître à un moment donné. Je vais donc encore une fois faire mon père Castor et vous raconter une petite histoire. Alors vous verrez, le lien n'est pas forcément logique dès le départ, mais il se pourrait bien que la réponse à la question de la création de la matière se cache en réalité derrière la compréhension de l'une des sensations les plus basiques de notre monde, le froid. Si nous cherchons généralement à fuir cette sensation désagréable durant les longues périodes hivernales, nous avons également cherché à le maîtriser pour notre confort durant les périodes de forte chaleur, mais surtout pour la conservation des denrées alimentaires. La maîtrise et la production du froid est en effet déterminante pour stocker sur de longues périodes de grandes quantités d'aliments et donc assurer à notre civilisation un développement durable. Les progrès technologiques du siècle passé ont d'ailleurs permis la généralisation de climatisation, de réfrigérateurs et de congélateurs qui ont totalement changé notre mode de vie et de consommation des différents produits de notre alimentation quotidienne. Mais concrètement, d'un point de vue purement physique, c'est quoi le froid ? Pour simplifier au maximum, disons que la notion de température, chaude ou froide, dépend en réalité de la vitesse de déplacement de chaque atome dans son environnement. Il ne s'agit donc que de la quantité d'énergie contenue dans chaque molécule. Pour faire simple, plus les molécules bougent vite, plus la température du corps qu'elles composent sera élevée. Et à l'inverse, moins ces molécules se déplacent rapidement, plus la température sera basse. Bon, du coup, pour une notion physique de la chaleur, c'est plutôt cohérent, puisqu'on reste dans le domaine atomique. La notion de chaleur, plus ou moins élevée, ne dépend donc d'un point de vue physique que de l'agitation, de la vitesse de mouvement des différentes molécules entre elles. Par exemple, si vous prenez un gaz à température ambiante, le mouvement entre chaque molécule qu'il compose correspond donc à la température dite ambiante. Si la vitesse entre ces molécules augmente, la température du gaz augmentera, et à l'inverse, si la vitesse de déplacement des molécules diminue, la température baissera. Partant de ce principe, les scientifiques en ont déduit que si la vitesse était réduite à son maximum, jusqu'à devenir inexistante, la température la plus basse possible serait atteinte. C'est ce que l'on appelle le zéro absolu. Alors, personnellement, quand j'ai entendu parler du zéro absolu, ça m'a fait penser à Senseiya, les chevaliers du zodiaque, et au légendaire combat du sanctuaire entre les chevaliers des glaces, Yoga du cygne et son maître Camus, chevalier d'or du Verseau, où le vainqueur de ce duel ne pouvait être que celui qui atteindrait le fameux et ultime zéro absolu, la température stoppant toute vie, tout mouvement, et démontrant la supériorité absolue de celui capable de l'atteindre.
Bon, sauf que dans la réalité, sorti des dessins animés de mon enfance, il s'est avéré que le zéro absolu était aussi une sorte de graal scientifique, au même titre que la vitesse de la lumière par exemple, et que l'atteindre dans la vraie vie était une quête aussi ardue que de battre un chevalier d'or. Si la chaleur, d'un point de vue température élevée, ne semble pas connaître de limite, le froid, en termes de température basse, peut donc en trouver une, et le calcul fut réalisé en fonction de la vitesse de déplacement des molécules. Il fut donc déterminé que le zéro absolu, la température la plus basse possible, était de moins 273,15 degrés Celsius. Alors c'est sûr, c'est un peu plus frisqué que nos congélateurs de cuisine, ça commence quand même à faire froid. Pour vous donner une petite idée, la température la plus basse jamais relevée sur Terre fut de moins 89 degrés Celsius en Antarctique en 1983. On est encore bien loin des moins 273 degrés du zéro absolu légendaire. Mais une fois cette valeur extrême définie, une autre question se posait. On sait toutes et tous que la température influe directement sur l'état de la matière, liquide, solide ou gazeux, et sur différents niveaux thermiques. Alors, que se passerait-il si on parvenait à atteindre le zéro absolu, la température à laquelle tout mouvement atomique cesse, où toute énergie disparaît? Parce que si l'eau, par exemple, passe de l'état liquide à l'état solide quand la température est inférieure à 0 degré, et qu'elle passe à l'état gazeux quand elle atteint les 100 degrés. Que se passerait-il si on parvenait à abaisser la température à moins 273,15 degrés? Si on arrivait à stopper tout mouvement moléculaire, à annuler toute vitesse atomique? Découvririons-nous un nouvel état de la matière, une nouvelle transformation? Cette question déterminante dans la compréhension physique de notre monde fut bien évidemment posée par les illustres chercheurs et scientifiques des siècles passés, et une théorie fort intéressante fut admise comme étant la plus probable. En 1925, Albert Einstein, en s'appuyant sur les travaux et les recherches du jeune physicien indien du nom de Bose, publie officiellement la théorie du condensat de Bose-Einstein. D'après cette idée, en atteignant les températures du zéro absolu, un nouvel état de la matière devrait être possible, régi par les lois de la physique quantique. Les atomes physiques devraient donc, en théorie, pouvoir fusionner entre eux, voire devenir une onde, voire même les deux à la fois. Oui, je sais, là ça devient un peu trop compliqué à concevoir, mais bon, c'est Einstein qui l'a dit, donc voilà. Bref. Atteindre le zéro absolu dans les faits permettrait d'ouvrir une nouvelle vision de la compréhension de notre monde, des lois naturelles, et de découvrir un peu plus le fonctionnement complexe de ce qui compose notre univers, en découvrant un nouvel état de la matière. La liquéfaction de ce que l'on appelle les gaz permanents, à savoir l'oxygène, l'azote, l'hydrogène et l'hélium, permit de réaliser de véritables bonds de géants dans la course au froid, dans cette conquête du zéro absolu, ce Graal scientifique. L'oxygène liquide permet d'atteindre des températures de moins 180 degrés, l'azote liquide moins 200, l'hydrogène liquide moins 250 et l'hélium liquide approche les moins 270. Mais les quelques derniers degrés restants s'avéreront être une barrière semblant infranchissable, tant scientifiquement que technologiquement. Il faudra attendre le 5 juin 1995 et l'utilisation de technologies modernes comme le refroidissement par laser et le confinement magnétique des particules pour que les scientifiques de l'Université du Colorado, Eric Cornell et Carl Weyman, parviennent à accomplir un véritable exploit, se rapprocher plus près du zéro absolu que personne ne l'avait jamais espéré. Leur expérience a permis d'atteindre une température de quelques milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu, si proche que seuls les outils de mesure modernes permettent d'en définir la valeur. Le condensat de Bose-Einstein fut ainsi physiquement réalisé et l'on put observer ce nouvel état de la matière, ou plutôt on put voir disparaître la matière et la voir se transformer en onde. Alors, techniquement, on ne peut pas voir physiquement une onde, mais en flashant les atomes au moment précis où ces derniers changent d'état,
Le condensat, qui est alors encore physique et donc visible, projette son ombre sur le support, et c'est donc l'ombre du condensat qui est visible. Il a donc été possible de voir l'ombre de la matière se transformant en onde, l'ombre de la dématérialisation, l'ombre de l'onde, juste avant que celle-ci ne disparaisse de notre capacité visuelle et devienne totalement invisible pour nos cinq sens. L'expérience de Cornell et Weyman permit ainsi de confirmer la théorie du condensat de Bose-Einstein et ancra officiellement le zéro absolu comme un élément déterminant dans la compréhension de la matière et prouvant sa dématérialisation quand toute énergie disparaît pour devenir une onde immatérielle. Le postulat scientifique se limita toutefois à cette expérience et à son résultat, sans chercher à y entrevoir une autre compréhension de notre monde, de la matière ou de l'origine de celle-ci. Pourtant, si l'on inverse le processus, on constate que cela signifie tout simplement que la matière peut être créée en insufflant à une onde de l'énergie. Bah oui, parce que si en retirant toute énergie à de la matière, on la transforme en onde, en toute logique, si on apporte de l'énergie à une onde, on crée de la matière. La quête du zéro absolu a peut-être permis, sans que personne ne s'en rende vraiment compte, de comprendre enfin comment la matière avait bien pu être créée. Si notre univers fut créé par un être divin suprême ou par une source créatrice intelligente, une matérialisation totale, issue du néant physique, paraît enfin être concevable physiquement parlant. Albert Einstein lui-même disait que tout dans la vie n'est qu'énergie et vibration. Et cela fut clairement démontré en atteignant le zéro absolu et en découvrant que la matière, privée d'énergie, devenait une onde, une vibration. On peut parfaitement admettre que, en fonction des différents types d'ondes, de leur longueur, de leur fréquence, et en fonction du niveau d'énergie qui y serait apporté, différents types de matière pourraient ainsi être générés. Par exemple, si nous prenons une onde de type 1 et que nous lui apportons une quantité d'énergie de type A, on pourrait par exemple produire un atome d'oxygène. Mais si nous prenons la même onde de type 1 et que nous lui apportons une quantité d'énergie de type B, on pourrait éventuellement créer un atome d'hydrogène. La multitude mathématique de types d'ondes et de quantités d'énergie possibles leur étant apportées permet parfaitement de concevoir une matérialisation totale des différents éléments de notre univers. Si tel est le cas, nous possédons peut-être enfin l'une des réponses aux grandes questions de la vie. Comment la matière a-t-elle été créée ? Bien évidemment, cette réponse ne solutionne pas l'ensemble des questionnements existentiels de l'humanité. Elle ne répond ni au pourquoi, ni au qui, mais elle apporte sa pierre à l'édifice et permet de faire un pas de plus vers la compréhension et le savoir. En spiritualité, on parle régulièrement de taux vibratoire pour définir une fréquence à laquelle une personne vibre. Si cette notion reste floue, voire incompréhensible pour beaucoup, elle peut désormais être parfaitement interprétée et totalement inclue dans l'idée de création matérielle du corps physique de la personne avant l'incarnation. Les différents taux vibratoires des personnes pourraient parfaitement correspondre à la vibration originelle ayant permis l'incarnation dans le corps physique, à la vibration de l'âme venant s'incarner. Le lien entre l'immatériel de l'âme et le physique de l'enveloppe charnelle, accueillant cette dernière, serait donc régi par le taux vibratoire, la fréquence d'onde reliant l'immatériel et le physique. Concernant la création même de la matière de notre univers, cette découverte met à mal la vision purement naturelle, la notion basique de chimie élémentaire. Car si l'apport d'énergie à une onde permet de générer de la matière, rien ne semble pouvoir expliquer la raison ou le motif de l'apparition de cette énergie de façon spontanée ou naturelle. Un super Big Bang primordial n'expliquerait nullement la source de cette énergie créatrice ou son origine, car puisque d'après les principes élémentaires des lois de la physique, rien ne se perd, tout se transforme. L'origine de l'énergie apportée aux ondes afin de générer la matière originelle ne trouverait toujours pas de réponse. A l'inverse,
L'idée d'une source créatrice intelligente, douée de volonté et désirant engendrer l'ensemble complexe de notre univers, s'accorde totalement avec cette notion de valeur énergétique apportée aux ondes, permettant de donner naissance à la matière physique. Si l'on part du principe que cette source créatrice, à l'image d'une divinité suprême par exemple, se trouve sur un plan différent de celui de la matérialité, un plan immatériel, on peut sans souci admettre que dans un désir de création et d'expérimentation de cet état particulier que serait pour elle la matière, elle engendra par sa propre énergie et sa volonté la création du monde physique, transformant ainsi les diverses ondes du monde immatériel en la multitude d'atomes et de molécules qui composent notre univers. Énergie et vibration sont donc les bases mêmes de la vie, ou du moins de la vie matérielle. Le zéro absolu nous a ouvert une porte de compréhension sur un monde que nous ne soupçonnions pas, engendrant encore plus de questions qu'il n'a apporté de réponses. Tout était-il déjà présent avant, de tout temps? Ou bien tout fut créé à partir du néant? Nous possédons enfin peut-être la réponse au comment. Comment la matière fit son apparition, sans pour autant savoir par qui ou pourquoi. Quoi qu'il en soit, les recherches acharnées des scientifiques durant des siècles pour comprendre et maîtriser cette force naturelle et mystérieuse qu'est le froid ont permis, grâce aux progrès technologiques modernes, de concrétiser la théorie du condensat de Bose-Einstein, offrant peut-être à l'humanité une partie de la réponse sur l'origine de notre univers, et levant un peu plus le voile trouble recouvrant la complexité de notre monde. Ou devrais-je plutôt dire de nos mondes.